Jean-Marc Daniel, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. économiste, professeur à l'ESCP Europe. Alors, c'est le retour des privatisations avec la Française des Jeux, Aéroports de Paris et Engie, le gaz. Sauf que là, Jean-Marc Daniel, on va privatiser des entreprises très sensibles. La Française des Jeux, on le sait, c'est fabriquer des jeux très addictifs qui sont capables de mettre sur la paille les gens qui y jouent. Ça a été le cas avec le jeu Rapido, qui avait dû être vite éteint parce qu'il y avait un tirage toutes les 2 heures. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, si on confie la Française des Jeux à un opérateur privé, qu'il nous fasse des jeux totalement addictifs qui vont ruiner des centaines de milliers de Français ? Oui, alors, 2 remarques par rapport à ça. D'abord, si on en arrive à vouloir privatiser la Française des Jeux, c'est qu'on a finalement écoulé pas mal de bijoux de famille. C'est-à-dire qu'on commence à avoir peu d'entreprises à privatiser. Les gros paquets sont passés, il reste encore EDF, qui est un très gros paquet, Engie, donc, dont vous avez parlé, mais on commence à rentrer dans des entreprises un peu bizarres. Un peu compliquées à privatiser, puisque la Française des Jeux n'a jamais été privée. Elle a été créée en tant qu'institution publique. Alors, vis-à-vis de ce qu'elle fait, d'abord, il y a d'autres systèmes un peu addictifs qui ont été privatisés. C'est-à-dire, au moment où on a changé le statut du CEITA, qui était le service des tabacs du tabac, on avait dit, oh là là, le tabac, c'est une drogue, une forme de drogue, il faut absolument que ce soit l'État qui s'en occupe. On l'a transformé en société anonyme, puis ensuite on l'a privatisé. Et maintenant, la règle, c'est qu'on donne le cadre d'exercice de la vente du tabac, on fixe les prix, enfin l'impôt sur le tabac, puis c'est une activité qui est privée. On peut considérer que pour le jeu, c'est un peu la même chose. On peut réguler sans être propriétaire. Sans être propriétaire, et puis d'autant plus qu'il y a une partie du jeu, les casinos, qui sont gérés par des opérateurs privés et qui obéissent à des règles très très strictes. Ça, il y a une police des jeux qui est très très stricte. Donc l'idée qu'il faille forcément, parce qu'il y a un côté addictif, il y a un côté un peu d'ordre public, que ce soit l'État qui le gère, est une idée qui tombe assez vite. Alors, d'accord pour la Française des Jeux, mais il y a la même crainte concernant les aéroports de Paris, l'aéroport de Paris qui va être privatisé. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir flamber les taxes d'aéroport, puisque ça va être géré par le privé? On écoute sur ce point Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Parce que je vois aussi des Français qui disent, mais est-ce qu'il ne va pas se passer la même chose que sur les autoroutes où les tarifs vont exploser? Non. Non, parce qu'il y aura dans le cahier des charges un contrôle des tarifs aéroportuaires. Est-ce que l'État est capable de contrôler des prix et des investissements, une qualité de service pendant 70 ans? Moi, je suis sceptique. Parce que 70 ans, c'est le temps de la concession. Mais c'est vrai qu'il y a l'exemple des autoroutes. L'État a visiblement été incapable de contrôler, d'empêcher la hausse des tarifs. Oui, ce qui est intéressant, c'est l'histoire des 70 ans. C'est-à-dire, quand on est dans une situation où il y a un caractère plus ou moins monopolistique, il faut qu'on revienne régulièrement auprès de l'opérateur, remettre en concurrence l'opérateur pour que, effectivement, ce monopole ne se transforme pas pour lui en ce que j'appelle une rente, une capacité à gagner beaucoup d'argent sans avoir beaucoup d'investissements à faire. Mais quand on regarde les aéroports, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, Emmanuel Macron est cohérent, puisque les 2 autres aéroports importants dans ce pays, qui sont Lyon et Nice, qui sont véritablement, il y a 3 gros aéroports en France, Paris, Lyon et Nice. Lyon et Nice ont été privatisés à la suite du vote de la loi Macron. Donc on peut considérer que l'idée de privatiser les aéroports a déjà été dans le débat autour de la personnalité d'Emmanuel Macron et le débat a été tranché. Deuxièmement, quand vous regardez en Europe, beaucoup d'aéroports sont privés avec des opérateurs français. Vinci, qui est un opérateur sur les autoroutes, est aussi un opérateur sur les aéroports. À Lisbonne. À Lisbonne, par exemple. C'est Vinci. Il est très propre. J'y suis allé. Il est très propre, il est très bien géré. Et le gouvernement de... Mais les taxes n'ont pas trop augmenté? Écoutez, le gouvernement de gauche qui est au pouvoir en ce moment à Lisbonne, qui est souvent donné un exemple d'ailleurs par un certain nombre d'hommes politiques français en disant eux, ils ne se soumettent pas aux directives de Bruxelles, aux diktats de l'austérité et tout ça. Quand elle a été abordée l'idée qu'on puisse renationaliser l'aéroport de Lisbonne, ils ont écarté ça tout de suite. Pour eux, ce n'est pas envisageable. Il y a eu une petite étude d'ailleurs de l'IATA, qui est l'organisme qui gère le transport aérien, qui a dit qu'en fait, on avait du mal, quand on regarde les chiffres, à voir les aéroports qui étaient privés et les aéroports qui étaient publics. Leur gestion finit par être un peu les mêmes, de la même nature, ce qui fait que l'argument ultime, c'est l'argument de Bruno Le Maire. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui est immobilisé sur l'aéroport, si on le réalise, on va gagner un peu d'argent qu'on pourra utiliser différemment. Vous n'êtes pas contre le fait qu'on confie au privé ces entreprises, que ce soit la Française des Jeux ou Aéroports de Paris. Du coup, l'État va récupérer quoi, une dizaine de milliards, et il dit cet argent, je vais le placer, et puis ce placement va me rapporter les intérêts, et ces intérêts, je vais les investir dans les technologies d'avenir. Alors d'abord, est-ce que c'est intelligent de faire ce fonds, et est-ce que c'est intelligent de placer les dividendes, les intérêts de ce fonds
dans les technologies d'avenir. Alors, c'est une idée qui revient de façon récurrente. À l'époque de Nicolas Sarkozy, on avait eu le grand empereur. On empruntait cet argent à des taux d'intérêt qui étaient assez bas, puisque c'était l'État qui empruntait, puis on le replaçait, donc on avait une petite différence de taux d'intérêt, et cet argent, on le faisait effectivement fructifier, on le savait à financer l'avenir. Ensuite, il y a eu le programme des investissements d'avenir sous François Hollande. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que l'État est détenteur d'une sorte de savoir magique qui lui permet de savoir ce dont on a besoin dans l'avenir. Et assez souvent, il s'est trompé. C'est-à-dire que même quand il investissait dans des secteurs manifestement d'avenir, je prends l'exemple, alors c'est assez vieux, mais à l'époque du général de Gaulle, on avait fait le plan calcul pour préparer l'investissement informatique en France. Il est incontestable que l'informatique, c'était l'avenir. Ça s'est terminé par un fiasco. Sur Internet, sur la transmission de messages, on était en avance. On a fait le Minitel avec de l'argent public, qui était une très bonne idée, sauf que ça a fini par un fiasco là aussi. Le Minitel a fini par disparaître au profit d'Internet. Donc je pense que l'État n'est pas forcément le détenteur d'un savoir qui lui permette de prétendre préparer l'avenir. Et donc, il y a toujours un danger à se dessaisir de quelque chose que l'on a fermement, l'aéroport de Paris, on l'a, pour des dépenses d'avenir dont on n'est pas sûr que le résultat soit à la hauteur des espérances. Alors vous dites que c'est le privé. Au fond, Google et Facebook ont été des entreprises privées, ils n'ont pas eu besoin de Washington, ou George Bush ou Donald Trump pour se développer. Ils ont eu besoin éventuellement de la puissance publique au travers de commandes publiques, mais ils n'ont pas eu besoin que l'État se mêle directement de la gestion du dossier. Et puis certaines ont émergé. On voit Google et on ne voit pas tous ceux qui sont morts au champ d'honneur de la concurrence. Et c'est comme ça que ça avance. C'est comme ça que sur le plan technologique, ça avance. Et je ferai une dernière remarque par rapport à ça. On a l'idée qu'on a finalement ces 10 milliards, on va pouvoir les utiliser. On a quand même une situation d'endettement telle que, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens, l'idée qui consiste à dire, écoutez, on va utiliser les actifs publics pour baisser cette dette publique qui est si élevée par rapport... 2000 milliards. 2000 milliards par rapport non seulement aux engagements européens, mais par rapport au destin économique du pays. Ce ne serait pas, à mon avis, totalement stupide. Bon, d'un mot, puisque vous dites... Le privé est plutôt meilleur pour gérer que l'État. Vous faites plus confiance au privé. On voit en ce moment, il y a STX, là, les chantiers navals, fleuron national, qui va être détenu à 100% par l'État français. Est-ce que c'est une bonne idée de voir les Italiens faire main basse sur notre fleuron national? Là, pour le coup, en plus, ça se passe mal en ce moment là, avec les Italiens. Oui, alors en ce moment, ça se passe mal avec les Italiens. Ce qui est assez curieux, c'est que STX, à un moment donné, a eu un actionnaire qui était coréen. Personne ne s'en était aperçu. Et c'est au moment où cet actionnaire coréen, ayant des difficultés, qui a décidé de se dessaisir de sa part dans STX, qu'on s'est mis à hurler. Je pense que y a, là aussi, dans Peugeot, c'est un peu la même chose, dans Renault, c'est la même chose. L'État se trouve dans des situations où, sur des activités qui relèvent là clairement du secteur privé, il s'est investi, et alors on peut penser qu'il y a de temps en temps de la connivence, qu'il peut y avoir des erreurs. Je crois que là aussi, on a intérêt plutôt à se dégager et à laisser un Italien privé s'occuper de STX. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, qui va revenir sur cette crise franco-italienne, et ce suite à la décision donc, du gouvernement de Rome de ne plus accueillir de navires avec des migrants. Emmanuel Macron dénonce une décision cynique et irresponsable. C'est dans l'air est intitulé ce soir France-Italie, un match sous tension. Merci beaucoup.